Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Ray Dalio et son analyse assez percutante des cycles historiques. Oui, il nous alerte sur une période charnière, potentiellement même un point de rupture majeur, basé sur ses recherches. C'est ça. L'idée ici, c'est de décortiquer un peu sa vision tirée d'une synthèse de ses observations. On va regarder les grandes forces qu'il identifie. Exactement. La géopolitique, la dette, la tech, les conflits internes et même le climat. Tout ça à travers le prisme de l'histoire. Alors, commençons par le premier point chaud, la rivalité États-Unis-Chine. Pour Dalio, c'est un classique historique, c'est ça? Tout à fait. Une puissance montante, la Chine, qui défie la puissance établie, les USA. Historiquement, ça mène souvent à des tensions, voire des conflits majeurs. Et ça se joue sur quel terrain principalement? L'économie? Oui, l'économie, bien sûr, mais aussi la technologie, l'influence mondiale, l'accès aux ressources. C'est vraiment multidomaine. D'accord. Du coup, il anticipe une possible redéfinition des règles du jeu mondial. Beaucoup d'instabilité, quoi. Instabilité qui est peut-être aussi nourrie par un autre facteur clé qu'il mentionne, la dette mondiale. Ah oui, la dette. Il tire vraiment la sonnette d'alarme là-dessus. Des niveaux sans précédent et selon lui, insoutenables à terme. Et l'impression monétaire massive, ça ne résout rien. Pour Dalio, c'est repousser le problème. Ça crée de l'inflation, ça creuse les inégalités et ça augmente le risque d'une crise financière systémique. Systémique, c'est-à-dire qui touche tout. Exactement. Potentiellement pire que 2008 parce qu'on a moins de marge de manœuvre avec des dettes pareilles. D'accord. Donc, contexte géopolitique tendu, fragilité financière, et là-dessus vient se greffer la technologie. L'IA, l'automatisation, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, Yveline? C'est les deux, en fait. C'est le grand paradoxe. Énorme potentiel pour améliorer la productivité, créer de nouvelles choses, Oui, mais en même temps un risque de destruction massive d'emplois, d'augmentation des inégalités. Et il pointe aussi le risque que ces technologies deviennent des outils de contrôle ou même des armes. ce qui ajoute une couche de complexité. Et tout ça, ça a des répercussions à l'intérieur des pays, j'imagine. Il parle beaucoup de polarisation politique. Oui, énormément. La polarisation extrême, la montée du populisme, ça fragilise les démocraties occidentales selon lui. Il fait des parallèles historiques. Oui, il compare ça aux années 1930 en Europe. Quand on a de fortes inégalités et une grosse polarisation, ça mène souvent à des conflits internes où ça rend très difficile de gérer les autres crises. Les crises économiques, sociales. Ou même naturelles. Ce qui nous amène au dernier facteur, le climat. Ah oui, il l'intègre aussi dans son modèle? Il souligne que le changement climatique, avec plus de catastrophes, sécheresses, inondations, pandémies, ça a des coûts économiques et sociaux immenses, Souvent sous-estimé peut-être? probablement. Et ça pèse encore plus sur des pays déjà endettés et divisés. C'est un facteur qui exacerbe toutes les autres tensions, en fait. D'accord. Donc, si on résume la perspective de Dalio, basée sur ses 500 ans d'histoire, on a ce schéma. Une puissance dominante défiée, des excès comme la dette, des ruptures technologiques, des divisions internes et des chocs externes comme le climat. C'est bien ça. C'est exactement ça, le schéma type qu'il identifie. Croissance, apogée, puis les excès mènent à la crise, au conflit, aux défis extérieurs. Pour lui, comprendre ce cycle est essentiel aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quand même des lueurs d'espoir ou des zones qui pourraient mieux s'en tirer? Oui, il note que dans ces grandes transitions, certains pays ou régions peuvent tirer leur épingle du jeu. Il mentionne parfois l'Inde pour son potentiel. Sa démographie, son économie. Voilà. L'Asie du Sud-Est aussi, Indonésie, Vietnam pour leur dynamisme, et même certains pays du Golfe qui se transforment en hubs financiers ou technologiques. Des sortes de refuges potentiels. C'est un peu l'idée, oui. Des zones qui pourraient mieux naviguer cette période troublée. Et alors, très concrètement, si on suit cette logique de Dalio, comment est-ce qu'on peut se préparer, individuellement ou collectivement? Quels conseils ressortent? Les conseils qu'on lui attribue souvent, c'est d'abord la prudence financière. Diversifier ses actifs, privilégier le tangible comme l'art, l'immobilier peut-être, les matières premières. Et réduire sa dette, j'imagine. Surtout, réduire sa dépendance au crédit. Et puis, sur le plan professionnel, s'adapter aux changements technologiques, acquérir de nouvelles compétences. Et bien sûr, rester très informé. Vigilance et adaptation, en somme. Donc, pour conclure, Dalio nous dresse un tableau assez sombre, une convergence de défis majeurs, mais tout ça basé sur une analyse historique profonde. Oui, mais il insiste aussi sur un point. Une crise, c'est terrible, mais c'est aussi une opportunité. Une chance de corriger les erreurs passées, de construire différemment si on apprend les leçons de l'histoire. Ce qui nous laisse avec cette question fondamentale, finalement,
Face à ces cycles historiques et ces défis immenses, est-ce qu'on va subir l'histoire ou est-ce qu'on peut collectivement choisir une autre voie? Est-ce que comprendre le passé nous donne vraiment le pouvoir de changer l'avenir?